On est placé tout à fait stratégiquement entre la table ronde « Comment changer le monde ?» qui est, on va le voir à travers sans doute l'intervention de David Kella, une nécessité si on veut vraiment avoir des politiques sociales et économiques cohérentes avec nos engagements. Et puis la table ronde « Fédérer pour gagner », parce que nous sommes absolument persuadés que si la gauche, les écologistes, les progressistes, les humanistes, vous savez, on ne sait plus comment caractériser personne, bref, ceux qui veulent répondre aux aspirations populaires, veulent un jour gagner collectivement pour être dans l'action, pas pour le plaisir de gagner, mais simplement pour pouvoir faire au service de leurs projets et des couches populaires. Il est à l'évidence qu'il faut répondre à cette question de l'urgence sociale. C'est un des éléments, me semble-t-il, tout à fait centraux. Parce que être de gauche, c'est vouloir changer le monde. Ça a toujours été vouloir changer le monde. Le camp de la gauche, à mes yeux, chacun pourra discuter, c'est ceux qui ne se satisfont pas de l'ordre du monde. Un ordre du monde qui, on le voit, à chaque époque, a tendance à favoriser les plus puissants, et la plupart du temps, les plus puissants sont les plus riches. Ceux qui confisquent à la fois le pouvoir et le savoir. Et je pense que ces questions-là montreront qu'il y a des déclinaisons des politiques publiques à mener pour ça, contre cette accaparation du pouvoir et du savoir qui sont tout à fait importantes. Être de gauche, c'est ceux qui portent l'espérance de lendemain qui chante, ce qui est une expression rebattue, je n'en disconviens pas, mais qui reste à mes yeux une chose importante à une seule condition, c'est que nous ne nous prenions pas pour une église et que les lendemains qui chantent ne soient pas toujours pour après-demain. Parce que c'est quand même une grande caractéristique à gauche d'imaginer qu'un jour on fera la révolution et qu'un jour ça ira mieux. Alors c'est effectivement une boussole, mais ça ne peut pas être la totalité de notre action, parce que si on ne répond pas à l'urgence sociale, à l'urgence économique d'un nouvel ordre du monde, éventuellement de l'Europe, pour commencer sur les choses qui nous sont proches, on ne répond pas, on ne peut pas fédérer le peuple, on ne peut pas emmener la majorité des peuples et des nations, parce qu'il y a un moment donné où le grand écart est trop grand. On ne peut pas sans arrêt, quand on a en particulier des problèmes de vie quotidienne, simplement rêver qu'un jour, c'est important, c'est une boussole importante, mais ça ne peut pas suffire. Donc c'est pour ça qu'on a cette table ronde sur comment répondre à l'urgence sociale. Voilà. Les questions qui sont posées dans cette table ronde, c'est quelle nouvelle politique publique pour répondre à cette urgence sociale? Comment remettre en cause la mondialisation libérale? Comment répondre aux aspirations des peuples? On va donc commencer par peut-être ce qui sera l'intervention la plus proche de la question du milieu, comment remettre en cause la mondialisation libérale, en donnant la parole tout de suite à David Kella, économiste, atterré certes, mais économiste. Oui, merci. Merci Catherine. Tout d'abord, peut-être un mot. Je fais partie du collectif des économistes atterrés, mais le collectif ne soutient aucun parti. Donc, je suis là à titre personnel. Voilà, donc je voulais quand même clarifier cela. Alors, la question à laquelle je vais répondre, c'est de savoir si il est possible, y compris à l'échelle française, d'amorcer une nouvelle trajectoire économique. Puisque l'économique et le social sont totalement imbriqués. On ne peut pas transformer la société, et notamment le social, si on ne parle pas de certaines bases et de certaines conditions économiques. La première condition pour changer le social, c'est, je pense, retrouver de l'emploi, et en particulier là où on en a le plus perdu, c'est-à-dire dans l'industrie. Et donc je voudrais militer ici pour une stratégie de réindustrialisation qui ne peut passer, en tout cas c'est mon sentiment, que par le retour à un interventionnisme éclairé. Et là, quand on dit ça, eh bien, les gens disent oui, mais, et à juste titre, le carcan européen fait qu'il est plus possible de mener la moindre politique industrielle. Et il est plus possible de sauver l'industrie, puisque
la disparition industrielle est liée au traité de libre-échange signé par l'Union européenne et aux impératifs que les États sont censés respecter dans le cadre du marché unique. Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette question, d'ailleurs, c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, mais je pense qu'on ne peut pas non plus se contenter de dire, eh bien, il faut changer l'Europe ou quitter l'Europe, ou je ne sais faire quoi en Europe, sinon on ne peut rien faire en France, parce que si on part de cela, eh bien, du coup, souvent, si on n'arrive pas à organiser une stratégie européenne concrète, eh bien, on se retrouve à dire on ne peut plus rien faire. Or, en réalité, on a des marges de manœuvre à l'échelle nationale. La première des marges de manœuvre, c'est d'abord le refus des traités de libre-échange. Et ça, c'est possible dans le cadre de ces nouveaux traités qui nécessitent l'accord à la fois à l'échelle européenne, c'est-à-dire via le Parlement européen, mais aussi qui doivent être ratifiés par les parlements nationaux. Et donc, la chose qu'on voit, c'est que le traité sur le Mercosur, le CETA, ou d'autres traités qui viendraient après, sont des traités de compétences mixtes qui impliquent à la fois une validation à l'échelle européenne et à l'échelle nationale. Et donc on peut commencer déjà par s'engager à ne pas continuer dans le libre-échange. On peut également négocier à l'échelle intergouvernementale et soutenue par l'Europe des partenariats industriels, en particulier pour un enjeu qui est extrêmement important, qui est la question de la refondation écologique. Alors je rappelle que depuis l'année dernière, on a un consortium batterie qui s'est mis en place à l'échelle européenne, soutenu par l'Union européenne, qui consiste à organiser une production européenne de batteries. Et voilà. Alors évidemment, c'est un tout petit consortium. Les batteries, c'est pas, on ne peut pas se reposer uniquement sur les batteries qui par ailleurs sont très polluantes pour transformer, pour organiser la refondation écologique. Il faudrait aussi, je pense, qu'on aille un peu plus loin et qu'on signe un traité européen environnemental qui serait beaucoup plus ambitieux et qui inclurait une taxe carbone aux frontières. Alors dès qu'on commence à faire ça, alors on commence à avoir des choses assez intéressantes. Si bien sûr nos partenaires européens ne souhaitent pas, alors on pourra déjà montrer qu'ils sont hypocrites, c'est-à-dire qu'ils disent qu'on va défendre l'environnement, qu'on va réduire les émissions de gaz à effet de serre en Europe, mais ils ne prennent pas conscience du fait qu'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre sont en fait délocalisées dans le pays à bas coût de main-d'œuvre. Et donc il faut évidemment, selon une simple logique de cohérence économique et même de libre marché, et selon même la logique libérale, il faut, selon le principe pollueur-payeur, que ce qu'on importe et qui intègre une pollution soit taxé pour compenser les émissions carbone qui n'ont pas été compensées dans ces pays. Donc l'idée même d'une taxe carbone aux frontières, en fait, est tout à fait compatible avec les principes européens, et donc on devrait pouvoir la mettre en place. À l'échelle nationale, eh bien, il faudrait organiser un nouvel interventionnisme, c'est-à-dire renouer avec l'intervention de l'État, ce qui implique bien sûr une autre stratégie de l'État actionnaire. Plutôt que de privatiser comme on le fait aujourd'hui, eh bien, il faudrait peut-être renationaliser un certain nombre d'entreprises, par exemple Alstom, qui a été privatisé au profit des Américains, relancer donc un certain nombre de filières essentielles pour notre indépendance économique, et ne pas hésiter à que l'État redevienne stratège, c'est-à-dire sorte en fait d'une logique actuelle qui, là aussi, qui a été impulsée par l'Union européenne, une logique de contractualisation. Vous savez, aujourd'hui, les financements publics sont des financements sous contrat. Ça veut dire concrètement qu'on fait un appel à projet, et puis on met en concurrence en fait les différents intervenants, différentes entreprises, et puis on va demander de choisir le meilleur projet. À chaque fois sur des critères qui sont différents. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on perd ? Eh bien, on perd la logique d'ensemble. Et ça, c'est absolument catastrophique, parce qu'on met en concurrence et on finance des contrats avec telle ou telle institution, telle ou telle entreprise. Donc il faut au contraire repenser la stratégie à moyen et long terme, c'est-à-dire à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Et cela nécessite de renouer avec quelque chose qu'on savait faire en France, c'est une forme de planification indicative. C'était le commissariat au plan qui a été mis en place par Charles de Gaulle, juste après la guerre, et qui n'était pas un plan au sens soviétique du terme, mais qui était une forme d'organisation des acteurs dans un objectif partagé. Et ça, c'est la stratégie. C'est pas juste la contractualisation et la mise en concurrence des différents industriels. Alors je terminerai sur quel l'aspect social on peut donner derrière cette politique. Eh bien, je pense qu'il faut s'appuyer sur les services publics. Et ces services publics, il faut à la fois, évidemment, les renforcer, mais aussi il faut leur donner du sens. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que les services publics sont un coût. Il faut rappeler aux citoyens ce qui n'est jamais fait, nulle part, y compris d'ailleurs par des partis politiques, que les services publics ont une vocation spécifique. Ce sont les outils qui permettent de l'État, qui permettent d'affirmer des droits fondamentaux, des droits sociaux fondamentaux.
le droit à l'éducation, le droit au logement, le droit à la sécurité, le droit à la justice, le droit à la mobilité, le droit à l'information de qualité, le droit à la communication. Tous ces droits-là, qui sont des droits sociaux, bien sûr, qui ne sont pas des droits au sens Déclaration universelle des droits de l'homme, mais qui sont des droits extrêmement importants, qui participent de notre système social et on va dire, du contrat social français. Eh bien, ces droits, ils ne sont effectifs que s'ils sont adossés à un service public. Que vaut le droit au logement aujourd'hui lorsqu'il faut 11 000 € par mois pour s'acheter un 75 mètres carrés? Comment est-ce qu'un professeur des écoles qui gagne 1 500 € net peut-il se loger à Paris aujourd'hui? Il n'y a pas de droit au logement à Paris. Non pas parce que les gens ne peuvent pas acheter, ils peuvent toujours s'ils ont les moyens, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas les moyens. C'est un droit qui est, vous vous souvenez de l'épisode de l'opposition, que le droit opposable au logement, qui était une mascarade. On ne peut pas dire on va saisir la justice si en réalité les prix sont à un niveau qu'il est en fait impossible. Donc il faut relancer le logement social. Et même peut-être avoir un organisme qui contrôle davantage les prix. Que vaut le droit à la communication alors qu'il existe de très nombreuses zones blanches dans les campagnes qui sont privées de téléphones portables, y compris parfois de la deuxième génération, c'est-à-dire du signal GSM, et parfois d'Internet haut débit. Que vaut le droit à l'éducation dans un système éducatif qui favorise la discrimination sociale et qui favorise d'ailleurs, y compris dans le supérieur, je sais bien parce que je suis professeur à l'université, des systèmes grandes écoles pour les plus riches et les mieux intégrés, et des systèmes parfois qui sont totalement délaissés, y compris à la fac en première année. Que vaut le droit à l'information lorsqu'on laisse les millionnaires acheter tous les médias et décider de l'orientation que doit prendre l'information, quand on supprime les fonds disponibles pour le service public d'information, aussi bien à Radio France qu'à France Télévisions, quand on laisse tomber la mission de l'AFP et qu'on la marchandise au lieu de renforcer le caractère service public et qu'on fait des émissions des économies de bout de chandelle. Bref, ce que je veux dire, c'est que notre projet économique doit reposer sur la fin du mythe du marché roi. La démocratie, ce n'est pas que abstrait. La démocratie, c'est la démocratie aussi économique et sociale. Et cela implique de fait le retour de l'État comme acteur économique important au nom de la volonté populaire, au nom de la démocratie. Parce que c'est la démocratie qui donne la légitimité à l'État. Mais cette démocratie, si elle se fait dans le vide, c'est-à-dire que si l'État perd les instruments par des privatisations, par l'acception de la mondialisation néolibérale, par l'abandon de ces services publics, eh bien cet État finit par avoir plus aucune légitimité. Et on va se retrouver avec des mouvements comme les Gilets jaunes. Merci David d'avoir fait ce lien et d'avoir fait des propositions qui, on le voit bien, viennent à l'encontre de choix et de façons de gouverner qui se sont imposés à la fois dans les faits et dans les têtes, ce qui est bien le problème, depuis de très nombreuses années. Alors pour les gens de gauche, c'est souvent le tournant de la rigueur de 83, qui est le moment décisif. En fait, ces choix politiques ont été démarrés dès Giscard d'Estaing. D'ailleurs, toute la conceptualisation. Je trouve que Macron est plutôt l'enfant de Giscard d'Estaing, si on veut bien regarder. C'est-à-dire que pas forcément de problème majeur sur une espèce de modernisation sociétale, etc., mais sur les questions économiques, il considère que faut balayer cette France qui pèse rien, et il faut balayer les valeurs universelles qu'elle porte, et il faut la noyer dans cette grande mondialisation libérale. On n'appelait pas tout à fait ça comme ça dans les années 70, mais ça revient au même. C'est important d'avoir ce temps long en tête, c'est pour dire que la pente à remonter est longue. Pour ceux qui étaient là hier soir et qui ont vu le film Brexit, pour ceux qui n'étaient pas là, je leur conseille, c'est vraiment, je trouve ce film très bien fait. La conclusion un peu moralisante, mais trop à mon goût, encore. Mais le film, lui, est je trouve très, très impartial sur les motivations des uns et des autres. Je trouve qu'il est vraiment très, 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 très bien fait. Vous vous souvenez qu'il y a une phrase à un moment donné dans laquelle il indique on en est arrivé là parce qu'en fait, depuis 40 ans, on fait
C'est ça, en fait. L'état dans lequel on est, il tient à des politiques choisies depuis très longtemps. Donc, ça ne veut pas dire très longtemps. Alors, à l'échelle humaine, 40 ans, ça paraît énorme. Enfin, à l'échelle d'une vie humaine. À l'échelle de l'histoire, c'est finalement peu de choses. Des retournements de tendance, il y en a. En tous les cas, tous les retournements de tendance au bénéfice de la majorité du genre humain ont toujours été faits sur des combats rudes. Et c'est ces combats-là qui sont encore devant nous. Donc cette question des politiques d'austérité, elle s'est ancrée dans nos têtes. Elle s'est ancrée dans nos têtes à travers des mantras. Alors pour le coup, en matière d'église et de religion, le néolibéralisme ou le libéralisme version des années 80, qui s'étend encore aujourd'hui, c'est vraiment des mantras que vous connaissez bien. Il y a trop d'assistanat, si les chômeurs sont chômeurs, c'est parce qu'ils ne veulent pas traverser la rue. Il y a toutes les versions de ça sur chacun de nos présidents de la République. On ne sait parler que du social en négatif. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que pour nous, le social, c'est justement ce qu'on met en commun pour couvrir les gens des risques de la vie, pour asseoir une solidarité, se serrer les coudes, parce qu'on sait bien, quand on n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, que c'est en se serrant les coudes qu'on s'en sort dans la vie. Eh bien, ce mot social est devenu un mot qui est toujours accolé à des choses négatives. Et c'est comme ça qu'on transforme une société. Hein. Donc, il y a le logement social où la plupart des gens entendent que vous allez mettre que des Arabes. Hein. Je fais un résumé peut-être un peu rapide, mais enfin vous savez bien que dans la tête des gens c'est ça. Les charges sociales, hein, ça a été dit ce matin, au lieu de parler de salaires différés ou de dépenses collectivisées, de cotisations sociales, les plans sociaux. Hein, les plans sociaux, quand on licencie des gens, qu'on les met sur le carreau, ça s'appelle un plan social. Donc évidemment, au bout de 40 ans de ce discours-là, c'est quand même difficile que les gens voient en quoi le social, c'est le cœur même c'est ce que disait David. Alors voilà, on ne reprend pas le mot de cotisation sociale, qui sont de contrat social, qui est tout à fait caractéristique de ce que la France et d'autres en Europe ou au Canada ont fait de meilleur. C'est-à-dire un contrat démocratique et social, un modèle démocratique et social dont nous aurions pu peut-être même être fiers, dont nous pouvons encore être fiers, mais qu'on voit petite pierre par petite pierre se déliter sous les coups de boutoir de ceux qui nous tiennent les discours différents. Voilà, et on va élargir la vision de notre débat en donnant la parole à Martine Billard sur dans ce qu'elle m'a dit, souhaite montrer, et c'est important, qu'il n'y a pas de contradiction entre urgence sociale et urgence écologique. Oui, bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Oui, je crois que David a expliqué que l'économique et le social étaient totalement imbriqués, et je crois qu'il faut maintenant comprendre aussi que le social et l'écologie sont totalement imbriqués, parce que sinon ça veut dire qu'on fera que de l'écologie pour les classes aisées et moyennes, et qu'on laissera tomber tout le reste de la population. Alors déjà, je pense qu'il faut qu'on rompe tous ensemble avec un vieux paradigme de la gauche qui est de dire il faut augmenter la croissance et mieux distribuer les fruits de la croissance. Nous sommes sur une planète finie. Quand on parle du jour du dépassement, je suppose que vous avez tous entendu parler, le 29 juillet au niveau international, 5 mai au niveau de la France, avec le fait que si tous les êtres humains de la planète consommaient comme les Français, il faudrait quasiment 3 planètes. Ça veut dire une chose, ça veut dire que si on consomme quasiment 3 planètes alors qu'on n'en a qu'une, hein, où la vie humaine est possible, eh bien, il faut qu'on revienne à une situation où on ne consomme plus que les ressources d'une planète et où aussi on réduit nos déchets. Donc il faut partir de ce point, ce qui veut dire qu'on ne peut plus continuer avec le dogme historique de la gauche sur la croissance. D'autant plus que si on continue comme ça, si on ne dit rien ou on change juste la couleur, c'est-à-dire on parle de croissance verte, le risque, c'est que évidemment les plus riches, eux, vont constituer des ghettos, ça a déjà commencé, hein, des ghettos de riches, qui seront à l'abri relatif, qui subiront un peu moins notamment les conséquences du réchauffement climatique, parce qu'ils pourront avoir de la climatisation, parce qu'ils feront des quartiers qui seront très arborés, très isolés, et ainsi de suite. Et à côté de ces îlots de riches de survie, vous aurez l'ensemble des classes populaires qui, elles, seront plutôt dans le chaos et auront du mal à survivre et à faire face. Alors, c'est pour ça qu'il
il vaut mieux, c'est un peu le débat que j'avais impulsé à l'Université de la France Insoumise, aux amphis d'été, il vaut mieux organiser la planification écologique pour passer cette bifurcation écologique que de subir ce qui, de fait, va être une guerre de classe encore plus intense que celle qu'on vit aujourd'hui. Il y a déjà une bataille sur l'accès aux ressources. On le vit peut-être pas trop dans nos pays riches, mais dans les autres pays, oui. Bataille sur l'accès à l'eau, bataille sur l'accès aux terres, c'est déjà en cours. Alors, en plus, quand on voit l'été qu'on a vécu avec 3 canicules, on voit la différence entre les classes sociales. Quand vous êtes assez riche, donc soit vous pouvez partir hors des villes étouffantes à ce moment-là, parce que vous avez une maison secondaire ailleurs, soit vous installez la climatisation, ce qui est encore pire, parce que du coup, plus il y a de climatisation, plus il y a d'émissions de gaz à effet de serre, et donc plus la température monte. Soit vous avez des maisons mieux isolées, et ainsi de suite. Et par contre, toutes celles qui vivent dans des logements mal isolés, par exemple où il n'y a pas de volets, parce qu'il y a beaucoup de cités HLM où il n'y a plus de volets aux fenêtres, et donc quand vous payez le soleil en plein après-midi, ça vous fait d'autant monter les températures. Je dis ça parce qu'au passage, ça peut être une bataille pour les municipales. C'est-à-dire qu'il faut réinstaller des volets dans tous les logements sociaux pour éviter ce genre de situation. Ça veut dire qu'il faut effectivement se battre contre les passoires thermiques. Donc vous voyez qu'il y a c'est-à-dire tout le monde ne vit pas de la même manière les épisodes de canicule selon que vous êtes riche ou pauvre. Donc il faut partir justement donc des plus pauvres, de ceux qui ont le moins, pour lutter sur ce thème. Il ne faut pas oublier non plus que tout le monde ne part pas en vacances, et donc ça a des conséquences qu'au moment des canicules, c'est quand même au moment des vacances, entre juin et août, c'est quand même une partie des vacances, et c'est justement, vous avez seulement 40% des foyers qui gagnent moins de 1200 € qui partent en vacances. Donc vous avez un cumul pour celles et ceux qui vont supporter le fait de ne pas pouvoir partir en vacances et en plus supporter la canicule. Ça, c'est un premier exemple. Ce qu'on sait, c'est que par rapport à la question sociale, il y a 2 manières. Il y a augmenter les salaires. Ça dépend du rapport de force qu'on arrive à créer et dans les entreprises et à l'échelle de la société, où il y a réduire les dépenses contraintes. Et les dépenses contraintes, c'est entre autres le logement, l'alimentation, la santé, les transports et ainsi de suite. Donc ça, sur ces aspects-là, on peut se battre. Notamment sur les déplacements. On l'a vu, là, effectivement, la crise des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, c'est une crise sur les déplacements, justement, de toutes ces populations qui n'ont plus les moyens de vivre dans les centres-villes, qui sont obligées de s'éloigner des centres-villes et qui se retrouvent, plus leurs revenus sont faibles, qui se retrouvent dans des lieux qui ne sont pas desservis par les transports. Donc, ils sont obligés d'avoir une voiture et qui, du coup, à la moindre augmentation du carburant, évidemment, sont les premiers à payer le prix de cette augmentation. Donc, c'est aussi une bataille à mener sur l'aménagement du territoire, sur les transports, parce que les transports, on nous dit, oui, les transports en commun, ça va en zone dense. Non, on peut faire des tas d'autres systèmes de transport à la demande et ainsi de suite. Ça commence à apparaître dans certains endroits, certains départements, certaines communes. C'est aussi ça qu'il faut pouvoir promouvoir pour qu'il y ait plus d'égalité sur la manière de se déplacer et le fait que vivre en périphérie ou vivre en zone rurale ne soit pas un handicap de plus quand on a des petits revenus. Troisième point, c'est sur l'alimentation. Vous voyez bien, alors là, c'est une bataille qui est plus compliquée, mais qui est une réalité entre, effectivement, les personnes qui ont les moyens et qui vont faire attention à ce qu'elles mangent, qui vont pouvoir acheter du bio et tout, et le fait, sur le fait d'acheter du bio, il y a 2 aspects. Il y a un aspect idéologique parce que il y a des endroits où ça coûte pas plus cher. Quand vous êtes en ville, ça coûte plus cher. Quand vous êtes en zone rurale, pas forcément parce que vous avez les circuits courts et que du coup, il n'y a plus la marge des distributeurs et des fois, c'est même moins cher que le fait d'aller au supermarché. Mais ça, c'est une bataille idéologique pour le démontrer. Et sinon, de manière générale, effectivement, il y a une différence entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens là-dessus. Donc, il y a aussi une bataille à mener avec, il faut réfléchir à des coopératives de production, des coopératives de distribution. Et donc, ça aussi, c'est une des batailles qu'on peut mener pendant les municipales. Il y a des régies publiques agricoles qui ont été faites. Il y a un exemple de moi en Sartou, qui permet ensuite d'alimenter les cantines des écoles, mais aussi plus largement. Dernier point, c'est par rapport à la pollution. Bien évidemment, la pollution, vous la subissez pas de la même manière selon que vous habitez dans le 16e arrondissement de Paris ou le long des boulevards périphériques. Mais on peut prendre le même exemple sur toutes les grandes villes de France. Les HLM sont souvent faits dans les quartiers plus pollués. Ou vous avez peut-être vu le reportage à la télé
des décharges qui tout d'un coup apparaissent, notamment des décharges de déchets du bâtiment. Bon, c'est pas ça va pas être à Versailles ou à Saint-Germain-en-Laye. Donc il y a aussi c'est aussi une des batailles à mener sur le fait que c'est pas parce qu'on habite dans un quartier populaire qu'on doit subir le fait qu'il y ait moins de tournées pour les poubelles, le fait qu'il y ait des dépôts de déchets qui ne sont pas pris en charge par la municipalité ou par le délégataire, ainsi de suite. Donc c'est aussi une bataille donc, qui, vous voyez, montre bien la différence selon à quelle classe sociale on appartient. Donc voilà, donc un peu l'idée, c'est de dire que aujourd'hui, oui, l'urgence écologique, la catastrophe écologique frappe tout le monde, parce qu'on subit tous le réchauffement climatique, la baisse de biodiversité et ainsi de suite, mais on ne le subit pas de la même manière selon à quelle classe sociale on appartient. Et si on ne veut pas que l'écologie soit vécue comme une écologie punitive, notamment par la fiscalité, ou comme une écologie pour les riches, c'est notre responsabilité, tous ensemble, de partir, donc, ce que j'essaie de démontrer, de partir des besoins des classes populaires pour avoir une écologie qui soit une écologie populaire et qui réponde donc à l'urgence actuelle. Alors, et je termine juste sur une phrase, ceci étant, il n'y a pas d'évolution possible sans changement de fond en comble du système. Les gestes individuels, il faut les faire, et les gestes individuels, ça répond à 20% de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire la majeure partie de la lutte contre le réchauffement climatique, elle doit se faire par un changement de système. Bon, David a parlé des délocalisations avec les conséquences en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Le modèle agricole, c'est la même chose. Le modèle de transport, le type de produits, c'est-à-dire le consumérisme des produits qui sont jetables. Bon, ça, individuellement, vous n'y pouvez pas grand-chose. Vous êtes bien obligé par moment de subir une certaine réalité. Mais c'est en articulant les combats écologiques et les combats sociaux qu'on peut justement mieux répondre à cette question de l'urgence sociale, parce que si vous dépensez moins dans certains postes qui sont des postes obligatoires, comme transport, logement et ainsi de suite, eh ben vous aurez déjà un niveau de vie qui sera amélioré. Merci Martine, et je pense que c'est une piste vraiment intéressante et concrète, très concrète, celle de la réduction des dépenses contraintes, parce qu'effectivement dans les projets locaux, donc pour les prochaines municipales, elle trouve toute sa place. La question du transport est une question tout à fait essentielle qui répond à l'urgence écologique, mais qui répond aussi à l'urgence sociale, parce que si vous n'êtes pas obligé d'avoir une deuxième voiture, à l'évidence, et bon, moi je vis pas dans le centre d'une grande ville, je vis dans une ville moyenne avec des villages périphériques qui ne peuvent avoir leur service que dans la ville moyenne centre. Donc, si vous n'êtes pas obligé de prendre d'acheter une deuxième voiture, on voit bien que tout de suite, le pouvoir d'achat, il n'a plus rien à voir dans la capacité à faire autre chose de votre argent. Donc je crois que c'est vraiment une piste très intéressante. Après, je suis sûr qu'on peut avoir des discussions sur la croissance et qu'est-ce que c'est. Pas de croissance dans le système consumériste et gaspilleur qu'est aujourd'hui le système capitaliste, c'était évident. Moi, j'ai tendance à penser que les besoins des classes populaires ne sont pas, eux, finis. En tous les cas, pour faire court et trop caricatural, je pense que, par exemple, dans nos pays, l'avènement de la machine à laver a été un sacré plus pour la libération des femmes. Et que dire qu'on va condamner le reste de la planète à laver son... oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça aussi... Continuer à répondre à ces besoins-là, c'est aussi une forme de croissance. Faire des transports en commun, c'est une forme de croissance. Donc, c'est peut-être pas le mot croissance qu'il faut condamner, mais c'est effectivement une croissance gaspilleuse des ressources, gaspilleuse, ultra consumériste, c'est-à-dire poussant les gens à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Et c'est peut-être comme ça qu'il faut le mettre en avant pour que chacun s'y retrouve, me semble-t-il. Mais en tous les cas, effectivement, je pense qu'il y a des pistes concrètes tout à fait importantes, quelle que soit éventuellement notre façon différente de dire les choses sur la remise en cause du système. On est aussi d'accord. Je vais peut-être donner la parole tout de suite à Soraya Mechtou, qui, elle, a une spécialité dont je n'ai pas parlé dans sa présentation,
plus professionnel ou plus d'investissement passion, qui est l'économie sociale et solidaire. C'est un domaine à mes yeux extrêmement important. On a dans le territoire d'où je viens, en Drôme, une structure qui s'appelle Arche et qui a démarré avec un travail extrêmement à toute petite échelle et qui aujourd'hui gère plusieurs structures associatives couvrant plus de 1000 salariés, qui a remonté des filières industrielles de petite taille, certes, et relocalisées. Ça nous fera le lien avec le produire français qui sera développé demain matin. Et l'ensemble des petites boîtes qui sont aujourd'hui affiliées à cette structure d'économie sociale et solidaire est tout à fait formidable et a participé de la réémergence de quelque chose, parce que Romans, puisque c'est là qu'elle est située, Romans était vraiment une ville sinistrée par la désindustrialisation. C'est une des rares en Drôme qui pouvait l'être, avec l'industrie de la chaussure, enfin bon bref. Et ils ont participé d'une vraie réponse à l'urgence sociale, d'une réponse concrète, ils peuvent pas tout faire, mais voilà, je crois que c'était une piste très intéressante, et quand Soraya a proposé d'intervenir sur cette question-là pour en montrer en quoi ça peut être un outil concret de changement, ça nous a paru fort intéressant. Merci beaucoup pour cette introduction et surtout pour l'invitation. Je suis ravie d'intervenir auprès de vous aujourd'hui. Alors pour commencer, puis un peu dans la même veine que mes prédécesseurs, moi je pense qu'il est important de se rappeler qu'effectivement le social et l'économie sont très liés et que l'économie n'est pas une science dure. Elle est issue d'idéologies et de pensées politiques qui sont portées par des femmes, par des hommes qui aimeraient aller jusqu'au bout de leurs conditions politiques. Et donc, il ne faut pas se laisser avoir par une pensée dominante, invisibilisant un peu la pluralité des modèles économiques qui existent. Et là où on tend à nous convaincre qu'il s'agit d'erreurs de calcul, qu'il s'agit d'erreurs de productivité, il n'y a en fait que des volontés politiques et c'est bien de s'en apercevoir. Je fais par exemple une brève parenthèse sur le rapport que le FMI a sorti en 2013, donc 5 ans après la crise de 2008, qui s'appelle « Erreurs de prévision de croissance et multiplicateurs budgétaires ». Ça veut dire comment, en fait, on a appuyé sur le facteur rigueur, notamment de l'emploi, mais à tel point que c'est devenu une obsession pour les États, et qui font en sorte que, en fait, les États ont fait passer la rigueur budgétaire avant leur demande intérieure et le chômage. Ce qui qualifie d'obsession des États, moi j'appelle ça 30 ans d'entêtement politique, 30 ans d'entêtement idéologique, qui ne prend pas conscience du contexte et de la société qui l'entoure. Mais ce n'est pas de cette économie-là que je viens vous parler aujourd'hui. Moi, je vous parler de l'économie sociale et solidaire. Alors, pour ceux qui connaissent pas, qui ne sont pas familiers avec le concept, d'un point de vue totalement juridique et de famille, l'économie sociale et solidaire, c'est une grande famille qui réunit les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations et les entreprises commerciales, dites commerciales de l'ESS, au sein qui est cadré par une loi qui s'appelle la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire. Mais en fait, l'économie sociale et solidaire n'est pas née en 2014 et elle a une histoire qui est profondément ancrée et profondément liée à l'histoire du mouvement social. Et cette histoire-là, elle commence un peu moins, ça dépend des historiens, mais moi je dirais au 19e siècle, avec l'associationnisme solidaire et des coopératives, notamment la coopérative des bijoutiers, qui a commencé à se monter puisque s'est posé la question de qui détient l'outil de production. Et c'est une question qu'on peut encore se poser aujourd'hui, c'est une question contemporaine. Et donc les ouvriers ont décidé de racheter leur outil de production, d'économiser un poste de contremaître au passage, et ont ainsi commencé à monter les premières coopératives. On dit même de l'économie sociale et solidaire qu'en fait c'est un modèle économique qui est né à peu près en même temps que le capitalisme, mais qui est né trop tôt et qui a été victime de son avant-gardisme. Or, l'économie sociale et solidaire n'est pas morte, puisqu'elle s'est réinventée au fur et à mesure des crises, enfin pas des crises historiques, mais des crises financières et des crises et de l'histoire telle qu'on l'a connue. Par exemple, l'économie solidaire, qui revient plutôt dans les années 70-80, elle émerge parce qu'il y a une hausse des inégalités dans le pays. Il y a une forte hausse des inégalités, et donc on commence à s'intéresser à l'insertion par l'activité économique et se dire comment des personnes qui sont censées être exclues de l'emploi, dont on dit qu'on ne peut rien en faire, comment en fait ces personnes-là, elles savent faire des choses, et on va les accompagner dans un retour vers l'emploi. Par l'activité économique et pas dans l'activité économique, c'est-à-dire que par l'activité économique, on dit que par
le fait de retrouver un emploi, par le fait de le matin pour aller au travail, de rencontrer des gens, et ben tout à côté, on va accompagner sur un certain autre nombre de choses. C'est l'accès au logement, c'est l'accès à la formation, c'est la formation, enfin c'est la solidarité et notamment le fait d'avoir des relations sociales, puisque c'est pas toujours évident quand on est exclu de l'emploi et voire même par un biais de la société. Pareil, je vais vous prendre l'exemple de l'économie sociale qui elle est plutôt apparue avec l'apparition des grandes crises financières 90 début des années 2000 et qui avait pour objectif et donc qui nous mène un peu ces trois pans-là hein, d'économie sociale et solidaire nous mènent aujourd'hui vers l'économie sociale et solidaire unifiée entre guillemets qu'on connaît qui avait pour but de répondre aux crises de la financiarisation. Alors, au-delà de ça, au-delà de grandes familles, c'est quoi l'économie sociale et solidaire? C'est une manière de relocaliser son économie, et c'est quelque chose qui a été dit tout à l'heure. On vit quand même dans une période où les centres-villes se font déserter, où il y a de plus en plus de déserts, qu'ils soient commerciaux, médicaux. Moi, je vis dans une petite ville de banlieue, hein, dans le 93, desservie par le métro, mais qui est un désert commercial total. Et donc, si les citoyens ne s'auto-organisent pas pour monter une AMAP, pour monter une coopérative, un tiers-lieu, un café, rien ne se fait puisque... nous ne sommes pas assez solvables économiquement pour que des commerces de l'économie classique viennent s'installer. Je vais vous prendre un exemple, économie sociale et solidaire comme une manière démocratique de reprendre le contrôle sur son entreprise. Je pense que vous connaissez tous, peut-être presque tous, les Fralib et la lutte qu'ils ont fait pour récupérer leur outil de production qui a donné lieu à la marque de thé que je vous recommande, 1336. Et bien c'est un bel exemple de salariés qui se sont battus et qui ont fait le lien entre mouvement social, détention d'outils de production et entrepreneuriat collectif pour se réapproprier leur structure. Et je vais enfin vous parler, pour éviter de vous faire un cours sur les droits, sur le droit et la structure juridique de l'ESS, je vais vous donner deux autres exemples qui sont les SIC, Sociétés coopératives d'intérêt collectif. Je vous conseille de vous intéresser à cette forme-là de coopération pour les municipales, puisque c'est notamment les seuls types de coopératives où les villes peuvent faire partie de la gouvernance du coup de ces structures-là. Deux exemples de SIC qui me viennent en tête, Enercop, qui fait de l'énergie verte et qui s'est monté notamment avec l'ouverture au marché de l'électricité, et Notre-Dame-des-Landes, qui aujourd'hui la ZAD est en train de se reformer en SIC pour pouvoir faire pérenniser leur lutte. Et puis le dernier, parce qu'on parle de protection sociale, et qu'une des grosses problématiques quand même actuelles de la protection sociale, on ne va pas se mentir, c'est l'auto-entrepreneuriat, c'est le changement des modes de travail, et on se retrouve avec toute une frange de la population qui n'a aucune protection sociale, oui, qui est très faible. Et donc, l'ESS a été répondre à cette problématique-là en créant les coopératives d'activité à l'emploi, qui sont en fait des coopératives où chaque auto-entrepreneur vient avec son projet, s'insère dans un collectif, mutualise ses fonctions support et donc cotise à hauteur de 10% en fonction des CAE de son chiffre d'affaires. Et en contrepartie de ça, il a des fiches de paye, un CDI, et donc tout ce qu'il lui faut pour se mettre en protection, enfin tout ce qu'il faut. Au moins de quoi trouver un appartement, au moins de quoi justifier de son salaire à la banque, etc., etc. Donc ces modes-là, en fait, de l'ESS, là où l'ESS avance, c'est à chaque fois pour aller rapidement rattraper un secteur où le service public n'est pas encore engagé, où il se désengage. Et donc c'est un peu un palliatif. Ce que disait, je suis assez d'accord avec ce que disait David tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il faut que le service public se renforce, il faut qu'on réussisse à renationaliser, mais là où ce n'est pas possible, l'ESS pour l'instant se place en garde-fou. Mais autant vous dire qu'on va devoir défendre plus que jamais ces modes économiques et entrepreneuriaux au service de la société. Parce que le gouvernement Macron n'est pas fan du concept d'économie sociale et solidaire, je ne vais pas vous mentir. On l'a vu pendant les attaques au SIC et au SCOP sur la fiscalité des... Alors, pardon pour les pas techniciens, mais je reviens sur ce terme après. Sur la fiscalité des mises en réserve des SIC et des SCOP. Donc, en fait, vous n'avez pas le droit de tirer bénéfice personnel de votre coopérative, admettons. Vous devez remettre à minima la moitié de votre excédent en réserve au cas où il vous arrive un pépin. Par exemple, Alternative économique a survécu grâce à sa mise en réserve au virage numérique de la presse. Et cette réserve-là n'est pas fiscalisée puisque c'était le régime SIC-SCOP. Et donc, la première niche fiscale à laquelle décide de s'attaquer le gouvernement, c'est celle-ci. Voilà.
Donc on a réussi, grâce au Sénat, à se tirer de ce mauvais pas. Oui, grâce au Sénat, à se tirer de ce mauvais pas. Comme quoi, mais c'est pas tout. Le secteur associatif représente 80% de l'économie sociale et solidaire. On perd environ, en emplois aidés, on perd 1,3 milliard d'emplois aidés. Donc pour celles qui peu ont tenu, et pour celles qui ont tenu, c'est très difficile. Et là, du coup, Gabriel Attal nous annonce que c'est super, ces 1,3 milliard, ils vont être comblés par 23 millions distribués aux associations sur 3 ans. Voilà, merci pour ce grand geste pour les associatifs. Donc on met l'ESS de ce côté-là, on aime bien avoir l'étiquette économie sociale et solidaire, et alors même que l'économie du capital s'inspire des bonnes pratiques de l'ESS, en prenant le vernis mais sans s'adapter au fond, c'est un peu ce qu'on appelle le social washing. J'attire votre attention vers les dernières campagnes marketing de BNP Paribas, la banque de l'entrepreneuriat social, et donc en reprenant cette mode marketing, tout en appelant l'économie sociale et solidaire à se discipliner, parce qu'on ne veut plus voir une tête qui dépasse, on essaye de tirer les concepts de l'économie sociale et solidaire vers ce que le haut-commissaire à l'ESS appelle aujourd'hui l'idée de capitalisme d'intérêt général. Moi, je le dis, je l'affirme, il n'y a pas de capitalisme d'intérêt général. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Ça n'existera jamais. Le capitalisme roule pour le bénéfice, il roule pour l'accumulation sans fin et toujours plus importante des richesses, il mise sur une croissance infinie dans un monde terminé. Pire encore, il fait croire que lui seul peut sauver l'humain contre le désastre que l'humain a lui-même créé. Pour rappel, New York consomme autant que 9 milliards d'habitants d'Afrique subsaharienne. C'est la faute à l'humain ou c'est la faute au capitalisme? Un citoyen des Nord économiques émet plus que 500 habitants tchadiens. La faute à l'humain ou la faute au capitalisme? La pollution des sols, la faute à l'humain ou la faute au capitalisme? Moi, je crois en l'humain. Je crois pas au capitalisme, je pense que ça s'est entendu. Mais c'est à nous, sommes d'humains représentant un collectif, de créer et de défendre nos modèles économiques vertueux. Et soyons exigeants économiquement, soyons exigeants socialement. Quand vous rencontrez une entreprise qui vous a l'air sociale, avant tout, posez-vous ces 3 questions. Est-ce qu'il y a véritablement une utilité sociale? Est-ce qu'elle répond à un besoin existant ou est-ce qu'en fait, elle crée le besoin elle-même? Qui gouverne? Où va l'argent? Et si à ces 3 questions, vous trouvez des réponses vertueuses, bienvenue dans l'économie sociale et solidaire. Je vous invite à démocratiser votre économie. Je vous invite à la remettre aux mains de tous. Je vous invite à monter des collectifs auprès de vos citoyens dans vos villes ou même à coopérer de manière plus générale, puisque l'économie capitaliste n'est pas la seule voie possible. Et nous, on est pour la biodiversité économique, comprenant une part de l'économie sociale et solidaire. Je vous remercie. Soraya le dit avec passion, mais je partage, moi, cet intérêt pour l'économie sociale et solidaire dans la mesure où c'est un outil pareil, puisqu'il y a le mot social dedans, c'est un outil dévalorisé, ça ne fonctionne pas. Or, la caractéristique de ces entreprises, c'est qu'elles sont viables économiquement et elles sont vertueuses socialement. Par conséquent, ce sont des outils formidables. Mais effectivement, elles n'ont pas d'actionnaires au sens classique du terme. Elles sont des actionnaires, elles peuvent avoir certaines des actionnaires, mais pas au sens sociétaire. Oui, c'est ça, on ne dit pas actionnaire, mais voilà. Et comme le Nordrome est un grand exemple, on a Seralep aussi est une coopérative qui s'est fondée sur la reprise par ses salariés. Ils font des accumulateurs en céramique. Et ils sont les seuls au monde à faire des accumulateurs en céramique géants. Enfin, ils étaient, je ne sais plus où on en est, mais il y a 15-20 ans, ils ont été rachetés, vous savez, rachetés 1 fois, 2 fois, 3 fois par les fonds de pension, et puis démantelés, et on est parti avec leur savoir-faire, et on a voulu fermer la boîte. Et ils ont repris, sous forme de coop, leur savoir-faire et leur usine. Aujourd'hui, ils sont toujours ouverts, ils font toujours des accumulateurs en céramique, ils n'ont donc pas mis la clé sous la porte et je sais pas, 3/4 de leurs salariés sont sociétaires. C'est l'un d'entre eux qui est devenu le patron, entre guillemets, de l'entreprise. Effectivement, il a bénéficié de toute une série de choses qui sont des aventures formidables sur des territoires. Mais oui, c'est des choses qui fonctionnent. C'est pas le pis-aller voilà. Donc, je m'associe au plaidoyer de Soraya pour cette forme d'économie aussi.
Sachant qu'on est, on est là, voilà, on connaît tous les difficultés aujourd'hui de la question sociale et économique, mais qu'on avait aussi envie de proposer des outils de solutions. Je sais que David a envie de répondre sur un sujet, mais je vais quand même peut-être donner la parole à notre quatrième intervenante, Anne-Sophie Pelletier, qui voulait donner son regard sur une vision de l'urgence sociale, si je ne dénature pas son propos, qui est quand même la vision de la moitié de l'humanité, puisque l'urgence sociale à travers le regard des femmes et pour les femmes, c'est une question particulière à laquelle forcément cette tablée ne pouvait qu'être très sensible. Je comprends David dans la tablée, mais qui est un aspect très important qui nous a été révélé pour ceux qui ont été attentifs en dialogue avec le mouvement des Gilets jaunes, en particulier à travers ce mouvement, puisque les premiers à occuper les ronds-points, c'était des premières. Pour une bonne partie d'entre elles, c'était des femmes seules, élevant seules des enfants, et pour qui les 20 à 40 euros de rien du tout que le gouvernement leur enlevait à travers la hausse des taxes sur le diesel étaient en fait la goutte d'eau qui faisait totalement déraper leur budget déjà plus que contraint. Donc à travers leur regard, leur engagement, leur vision, je pense qu'il y a des choses à dire sur l'urgence sociale. Merci Catherine. Bonjour à tous, merci pour l'invitation et aussi j'ai pour habitude de remercier les gens qui organisent parce que si on parle des femmes aujourd'hui, eh bien aussi il y a plein de gens derrière les caméras, derrière les organisations, donc merci à vous. Ce sont très beaux amphis, enfin pas des amphis, excusez-moi, mais des universités de rentrée. Voilà, désolée, mais en tout cas merci à vous. Alors, oui, je voulais parler des femmes, et puis il y a tellement de choses qui ont été dites. On voit bien que l'urgence sociale, c'est énormément de sujets. Martine, tout à l'heure, parlait d'écologie, d'économie sociale et solidaire. David, très, très intéressant. Catherine aussi. Et c'est tellement de sujets que je n'avais encore jamais entendu capitalisme d'intérêt général. Alors, dans la phrase, c'est pas l'intérêt général pour moi qui pose problème, c'est le capitalisme. C'est tout à fait antinomique. Et c'est comme ce que dit Emmanuel Macron, si on parle de politique sociale et de marché, on a un problème dans la même phrase. Parce que politique sociale et marché, c'est antinomique, ça ne peut pas fonctionner. Et pourquoi j'avais envie de parler des femmes? Parce que vous connaissez Manon Aubry, qui était porte-parole de l'ONG Oxfam. Et cette ONG a montré que des travailleurs pauvres, c'était les femmes les plus touchées. Et quand on parle effectivement du mouvement des Gilets jaunes, dans nos contrées comme le Jura d'où nous venons, eh bien sur les ronds-points, il y avait énormément de femmes. Des femmes seules, effectivement, mais aussi des auxiliaires qui ont besoin de leur véhicule pour aller s'occuper des personnes âgées au domicile. On a aussi des auxiliaires de vie scolaire. On avait aussi des soignantes, des femmes retraitées. Et c'était important d'en parler parce que tout ce travail et toute cette aide, cette pierre angulaire qu'elles sont dans la société, elles sont invisibilisées aujourd'hui. Et on ne peut pas parler de politique sociale sans parler des femmes. Aujourd'hui, ces femmes, les femmes, on est pour l'égalité homme-femme évidemment, mais les femmes, je vous rappelle, sont encore à diplôme égal, des salaires inférieurs que des hommes. C'est aussi ça la justice sociale, c'est une égalité homme-femme. Quand on voit, comme les métiers que j'ai cités, auxiliaires de vie sociale, auxiliaires de vie scolaire, ce sont souvent des femmes qui ont des CDD contraints. Parce que l'État derrière ne met pas les moyens pour qu'elles puissent avoir des salaires corrects, des salaires qui permettent juste de pouvoir vivre, avec des horaires décalés. Donc, ce qui signifie derrière que ce sont des enfants à faire garder. Et c'est des dépenses d'essence. J'avais comparé le mouvement des Gilets jaunes à leur début à la guerre des farines. La guerre des farines, parce qu'à l'époque, c'était le blé, la première subsistance. Et bien pour ces femmes, c'est l'essence, leur première subsistance. Sans l'essence, elles ne peuvent plus aller travailler. Et quand on voit, il y a eu un article il n'y a pas très longtemps, que la France est championne d'Europe du reversement des dividendes à ses actionnaires. On attend encore le ruissellement. Hein. Il a du mal à venir. Hein. Peut-être l'effet canicule de cet été, mais quand même. Quand même. Je vois Caroline qui est là-bas, je ne sais plus, je l'ai vue dans la salle là-bas. Quand on parle des EHPAD, quand on voit le nombre d'EHPAD
privés qui sont transférés, le nombre d'EHPAD publics qui sont transférés à des EHPAD privés. Vous avez, je crois, 96% de femmes en tant que soignantes, me semble-t-il. Des femmes avec des petits salaires, des femmes qui s'occupent des personnes âgées, ou dans les hôpitaux, ou ailleurs, c'est pas ça, c'est pas que les EHPAD. Mais quand on voit qui est derrière, les actionnaires, qui font des milliards d'euros avec de la marchandisation, de la santé, de la vieillesse, là, on se demande où sont passées les politiques sociales. Quand tout à l'heure, Catherine disait, l'augmentation de l'essence, c'est 40 € sur leur budget. Quand une auxiliaire de vie sociale est payée 1150 € par mois, qu'elle est obligée de faire garder ses enfants suite aux horaires décalés, comment elle s'en sort? Et ça, les politiques sociales, Macron n'y a rien fait. N'y a rien fait. Quand on nous a pris un peu pour des rigolos, quand à l'Assemblée nationale, nos députés insoumis ont sorti 3 paquets de nouilles, des conserves, 5 € d'APL. 5 € d'APL, c'est pas rien. 5 €, c'est 5 baguettes aujourd'hui. Minimum. Et c'est tout ça. C'est tout ça qui fait que moi, je pense qu'aussi, si on veut remettre de la justice sociale, il faut penser aux femmes. Il faut penser aux femmes. Il faut penser aussi à ces mères au foyer qui ont des carrières des fois un peu en pause parce qu'elles ont eu des enfants. Et parce que là, Macron est en train de faire quoi? Il est en train de nous dire qu'il va y avoir la retraite à points. Même les journaux de droite commencent à dire que la retraite à points va être perdant pour tout le monde. C'est pour vous dire. La retraite à points, c'est pas compliqué, c'est une recommandation de la Commission européenne. La Commission européenne, je crois que c'était en 2018, a fait une recommandation au gouvernement en disant qu'il fallait faire des économies sur les retraites. Retraite à points, fin des régimes spéciaux. Le problème de la retraite à points, c'est que le jour où vous allez prendre votre retraite, vous ne savez pas quelle va être la valeur du point. Donc vous ne saurez pas le montant de votre retraite. Et pour aller un peu plus loin, ils voulaient toucher aussi aux pensions de reversion. Je suis désolée, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Ce sont encore les femmes qui vont être touchées. Donc la justice sociale, elle passe par là. On ne peut pas avoir des politiques sociales qui sont en faveur du marché, en faveur de politiques qui visiblement font encore de la précarisation. Encore plus. Tout à l'heure, Catherine et Martine, vous parliez de machines à laver, de croissance, machin. Moi, j'appelle ça du progrès. La machine à laver, c'est du progrès. Mais par contre, l'obsolescence programmée, c'est pas du progrès. Parce que l'obsolescence programmée, quand vous achetez une machine à laver et puis qu'elle tombe en panne, parce qu'elle doit tomber en panne à ce moment-là, et puis qu'ils ont tout fait pour que vous ne puissiez pas la réparer, ça a un impact sur le budget. Pas des plus riches, hein, encore des plus précaires. Donc la justice sociale, tout un tas de sujets. Et on ne peut pas se limiter, je pense qu'aujourd'hui on ne pourra pas tout traiter ni quoi que ce soit. Mais pour en finir, moi la politique sociale, il y a un acronyme qui me vient tout le temps quand on parle de politique sociale, c'est le CNE. Les jours heureux. Tout le temps, c'est l'acronyme qui me vient. Parce que ils ont fait quand même des choses merveilleuses. La Sécu. Que va devenir notre Sécu aujourd'hui? Quand on dit on va vous donner 40 € de plus en défiscalisant les heures supplémentaires. Bah oui, mais c'est vos retraites après qui vont en prendre un coup. Quand on parle aussi de plans sociaux, maintenant ça a presque changé de nom, ils appellent ça un plan de sauvegarde de l'emploi. Plan de sauvegarde de l'emploi. Comment voulez-vous même que les syndicats aillent se battre contre un plan de sauvegarde de l'emploi? Donc ils tuent aussi les corps intermédiaires, ils tuent toute idée de gauche, ils tuent tous les corps intermédiaires et ils précarisent un peu plus, de plus en plus. Donc une justice sociale, pour moi en tout cas, ça ne passe que par des services publics. Le service public, c'est l'égalité pour tous d'avoir accès aux soins, à l'école, à la justice, à la culture. Vous avez remarqué aussi la culture. C'est toujours le budget où on prend un peu parce que de toute façon, c'est pas important la culture. Finalement, la culture, c'est l'émancipation. Quand tout à l'heure, David parlait des médias, quand on regarde un peu à Paris, vous avez regardé combien de théâtres sont tenus par des gens privés? Aujourd'hui, quand l'État se désengage
dans les théâtres, on fait appel au mécénat. C'est nouveau. Non, ça dure depuis un moment. Mais le mécénat, c'est quoi? C'est encore une façon de faire de la censure, c'est une façon... Il y a tellement de sujets, je m'éparpille un peu, mais quand on parle de tout ça, c'est quand même... On voit que l'Union européenne a quand même un impact là-dessus. Parce que vous savez ce qu'il y a. Il y a ces fameux traités, la règle des 3%, les économies qu'il faut faire, on fait des économies dans les services publics. Et puis, il y a aussi cette règle de la concurrence libre et non faussée, ce qui fait que quand un investisseur, enfin pas un investisseur, mais quand le public veut mettre de l'argent, par exemple, on en parlait tout à l'heure avec Martine à l'instant, sur le logement social, ben, ils peuvent très bien dire ça ne rentre pas dans le cadre de la concurrence libre et non faussée. Donc, on nous empêche d'investir dans les services publics. Tout le temps. Donc, derrière, bien, qui dit empêcher d'investir dans des services publics, parce que la transition écologique, comme en parlait Martine, ça peut être aussi créatrice d'emplois. Quand on nous empêche d'investir dans le service public, et tout simplement, on casse toute politique sociale. Voilà. Étonnera personne que nous bouclions la boucle et que nous soyons partis de comment il fallait refuser les traités, que nous revenions à tout ce qui ne va pas sur l'Union européenne et la façon dont il faut la changer. Je remercie Anne-Sophie d'avoir parlé du point de vue des femmes. Je sais, vous pouvez pas le voir d'ici, hein, enfin, les premiers rangs sans doute, mais pas les autres. Alors, les petites barres en bleu, c'est le revenu des femmes, et les petites barres en jaune, c'est le revenu des hommes, en moyenne. Et donc, parmi les 10% les moins, qui gagnent le moins, il y a 57% de femmes. Et parmi les 10% qui gagnent le plus, il y a 6% de femmes. Donc, et la courbe elle est tout à fait harmonieuse dans la baisse. Donc, indéniablement, les catégories populaires, les plus modestes, c'est en majorité des femmes. Donc, ce regard-là, il est, à mon sens, tout à fait indispensable. Anne-Sophie a aussi abordé la question des retraites et est revenue sur la question des services publics que David avait abordée. Dans la réponse à l'urgence sociale, dans les combats à mener, la question de la qualité et de l'accessibilité des services publics et de la retraite me paraissent être deux questions tout à fait centrales. Dans le service public, je mets bien évidemment l'hôpital public, même si le système de santé dans sa globalité est plus large. Le service public, comme la retraite, c'est des outils essentiels pour faire vivre une valeur centrale de notre République, qui est la valeur d'égalité. Sans ces outils-là, on ne fait rien, on ne va nulle part, on ne traduit rien, c'est bien évident. Je pense que, alors je ne sais plus je ne sais plus si c'était Chevènement ou Chevènement citant un autre, mais bref, je pense que c'était, et j'ai oublié qui, donc vous me pardonnerez ce trouble de mémoire, mais la retraite, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et quand on touche à la question du patrimoine, et absolument, comme l'accessibilité, gratuité et efficacité du service public, c'est une compensation des inégalités sociales qui ne sont pas divines, qui ne sont pas naturelles, qui sont le résultat de quelque chose sur lequel, je reviens moi à ce qu'est la gauche, on s'élève absolument, c'est que non, c'est pas parce qu'un enfant a eu la chance ou la malchance de naître dans telle ou telle famille que sa vie doit être tracée de façon définitive. Il y a des solidarités à inscrire pour que d'autres possibles s'ouvrent, et il y a un respect de l'intérêt du plus grand nombre à avoir en tête. Donc, et c'est effectivement, comme me le souffle Anne-Sophie, ça l'intérêt général. Alors, je pense que le marché, je suis pas forcément pour une économie administrée. Je pense que le marché a sa place, mais il n'a sa place que extrêmement compensé et extrêmement contrôlé par un rôle de l'État qui est tout à fait important. Et on a beaucoup parlé, alors, David l'a évoqué, mais on a beaucoup parlé des autres outils. Mais la question de retrouver un État stratège, comme tu l'avais soulevé, est une question essentielle. Un État investisseur, parce que aujourd'hui, il est le seul à pouvoir voir le temps long.
Si on prend les projets qui aujourd'hui encore nous font vivre, comme par exemple, un sujet qui me tient à cœur, mais je ne vais peut-être pas m'étaler, mais les barrages hydroélectriques. Aujourd'hui, plus personne n'est capable d'investir sur un barrage hydroélectrique parce que le retour sur investissement ne correspond absolument pas au temps de retour sur investissement du capitalisme financiarisé. Par conséquent, il n'y a que sur ces projets-là, comme d'autres projets, quand il y a un temps long, un retour sur investissement dans le temps long, il n'y a que le collectif et l'État représentant le collectif qui peut le faire. Il faut défendre cet État providence, qui est un État protecteur pour l'accès à l'enseignement, l'accès à la culture, l'accès à la santé, etc. Bref, le rôle de l'État est tout à fait important. Le rôle de l'économie sociale et solidaire, les services publics, les coopératives diverses et variées, collaborations qui permettent de se réapproprier le quotidien, lutter contre les traités européens dans la mesure où ils nous empêchent de préserver ce que les pays de l'Union européenne ont de meilleur, leur modèle social et démocratique. C'est ce que nous avons de meilleur et c'est ce que nous sommes en train ensemble de détruire. C'est quand même pour ressembler aux autres, à d'autres à l'extérieur, pour nous mettre dans des normes qui ne sont pas celles de notre histoire longue. Bref, voilà, il y a tous les outils, macro, micro devant nous et la suite du débat. C'est David qui va commencer le débat puisqu'il avait une réponse sur le bout de la langue sur la question de la croissance, je crois. Oui, alors justement, je pense qu'il faut aussi dans cette table exprimer des sentiments, des nuances, voire des oppositions à certaines choses qui ont été dites. Alors, je voulais rebondir tout d'abord une nuance. Je préviens d'ailleurs, je parle à titre purement personnel, hein, pas au nom des économistes atterrés, ni au nom de GRS. Première nuance, Saraya, tu parlais de biodiversité économique, je suis tout à fait d'accord avec ça. L'économie doit être plurielle et je pense que le secteur d'économie sociale et solidaire a toute sa place, ou doit avoir toute sa place, et sans doute une place renforcée. Néanmoins, il ne faut pas oublier que une association n'a pas forcément vocation à remplir des services d'intérêt général, pas plus que l'entreprise. Une association, c'est une institution privée, ce n'est pas une institution publique. Et elle répond à son objet social, elle répond souvent, elle est d'ailleurs financée par les pouvoirs publics, donc elle travaille avec l'État, mais sa démocratie, son principe démocratique qui est un homme, une voix, contrairement au capitalisme, qui est 1 euro, une voix, est sain, mais attention, c'est les adhérents. Ou c'est dans les mutuelles, ce sont les clients, les sociétaires qui participent, ce n'est pas l'ensemble de la population. Or, le principe est que, de mon point de vue extrêmement important, l'intérêt général se produit dans le cadre d'un débat démocratique qui implique tous les citoyens. Et donc, je ne sais pas du tout ce que Soraya a dit, mais je veux introduire quand même quelque chose d'important, c'est le rôle de l'État, il est spécifique. Et quand, par exemple, Emmanuel Macron, dans la loi Pacte, décide de créer des entreprises privées de projets, c'est-à-dire en disant, ben voilà, il existe une responsabilité sociale des entreprises. Alors, tout le monde spontanément dit, ah ben c'est bien que les entreprises vont faire aussi de l'ESS ou responsabilité sociale d'entreprise, RSE, hein, on appelle ça, sauf que c'est très dangereux derrière, parce qu'une entreprise, l'intérêt général doit être l'apanage de l'État, parce que l'État seul fonctionne selon un principe démocratique qui inclut l'ensemble des citoyens. Les entreprises, elles répondent à des intérêts privés d'actionnaires. Les associations répondent à des intérêts privés qui sont leurs adhérents. Donc, il faut trouver l'élément. Et donc, l'État est absolument indispensable. Et ce n'est pas pour... c'est une nuance, ce n'est pas pour m'opposer, heureusement, à l'économie sociale et solidaire, qui a aussi toute sa place, parce que l'État est aveugle à certaines choses, mais c'est pour dire que l'idée sur laquelle on peut avoir parfois l'idée que l'État peut être remplacé par des associations. Hein, je me souviens d'un Premier ministre socialiste qui disait « Quand on donne 10 euros à une association, on fait 10 fois plus que quand on donne 10 euros à un service public. » Oui, parce qu'elle se repose aussi sur des bénévoles, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Hein, c'est qui est garant de l'intérêt général. Alors, autre chose, alors là, c'est plus qu'une nuance, c'est une opposition à l'idée qui pour moi est un sophisme. Sur une planète finie, il est impossible d'avoir une croissance infinie. C'est un sophisme, c'est-à-dire que c'est faux, c'est une fausse... c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai pour une raison simple, qui est que quand on parle de croissance économique, on parle de croissance du PIB. Le PIB, ce qui est au cœur du PIB, c'est pas l'extraction et l'utilisation des ressources naturelles. Ce qui est au cœur du PIB, c'est la valeur. Et la valeur, c'est quelque chose de social. C'est-à-dire que nous accordons une valeur au temps social qu'on passe les uns avec les autres. Et par exemple, aujourd'hui, une heure d'enseignement a beaucoup plus de valeur qu'une heure d'enseignement il y a un siècle. Pourquoi ? Parce que le pouvoir d'achat de l'enseignant a beaucoup augmenté. Et donc, si on accorde de la valeur à des choses,
Et d'ailleurs, 80% du PIB français, c'est des services, c'est-à-dire c'est du temps qu'on consacre aux autres. Et donc, on ne peut pas voir la croissance uniquement comme une croissance extractive qui va polluer nécessairement ou qui va nécessairement nécessiter de l'exploitation de nouvelles ressources. En réalité, le recyclage crée de la croissance et en même temps, il réutilise les déchets pour produire de nouvelles ressources. Donc, l'autre sophisme, c'est de dire si on limite la croissance ou si on réduit la croissance, même si on avait une croissance négative, eh bien on résoudrait les problèmes. Mais c'est faux. Une croissance zéro, c'est toujours du PIB, 2300 milliards par an. C'est-à-dire qu'on accumule encore de l'extraction. Donc il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'il y a derrière cette croissance, si on fait du recyclage ou si au contraire on fait de l'extraction. Dernier élément extrêmement important, c'est que dans l'histoire de la pensée économique, c'est un sujet que j'ai un peu étudié, l'idée de croissance, elle est révolutionnaire, au sens des droits sociaux. Parce que vous pouvez, quand vous allez être dans un monde sans croissance, vous ne pouvez pas, on a un gâteau fini, vous ne pouvez pas accorder plus aux uns sans enlever à d'autres. Et donc ça atténue les revendications sociales. Quand Adam Smith invente la croissance économique réellement, c'est lui qui l'invente en 1776, eh bien en réalité, il promeut une société d'abondance. Et cette société d'abondance, eh bien, elle va entraîner, juste après son livre, en fait, lorsque son livre commence à être connu, des socialistes qui vont demander un meilleur partage des richesses. Alors que Malthus, qui arrive après, à la fin du XVIIIe siècle, lui, il va expliquer que non, la croissance est impossible. Et donc, il va justifier l'impossibilité de la croissance, il va expliquer que parce que la croissance est impossible, on ne peut pas donner davantage aux pauvres sans prélever sur les riches. Et donc, attention à ce qui peut être contre-productif dans l'idée de c'est fini la croissance, on n'aura plus jamais de croissance, parce que derrière, ça atténue les revendications sociales. Donc moi, je pense que c'est marquer un but contre son camp, que de focaliser le débat sur la croissance. Il faut effectivement focaliser le débat sur ce qui est au cœur, c'est-à-dire la protection de l'environnement. Expliquer que la protection de l'environnement doit s'appuyer sur des règles, sur l'État interventionniste, sur la planification, que la question de la croissance ne doit pas être le cœur du problème, puisque finalement, c'est la question du partage des ressources et surtout de la question de quelle activité économique on a, mais parler au nom de l'écologie, de fin de la croissance, c'est extrêmement dangereux de mon point de vue personnel. Mais je ne peux pas ne pas donner la parole à Martine pour une courte réponse et après, promis, quelques questions de la salle, pour pas être dans le ping-pong, on est bien d'accord. Oui, court. D'abord, aujourd'hui, il y a de moins en moins de croissance. C'est une réalité. Bon, partout. Je dirais, la croissance baisse quasiment dans l'ensemble des pays. Qui plus est, la croissance aujourd'hui ne veut pas dire meilleure répartition des richesses. La croissance aujourd'hui, telle qu'elle est conçue par le système libéral, c'est une croissance qui ne crée pas de l'emploi, c'est une croissance qui crée de la précarité, qui crée de plus en plus d'inégalités. C'est la différence, effectivement, avec l'époque de Keynes ou avec l'époque des années 70. On n'est plus du tout dans le même schéma. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, bon, très, très court. Alors, j'ai rien à voir avec Malthus. Je ne pense pas que le problème soit de réduire la population pour régler les problèmes du réchauffement climatique, puisque de toute façon, la majorité des émissions de gaz à effet de serre sont liées à une petite minorité sur la planète. Donc on pourrait très bien diminuer la population, si les plus riches continuent à émettre plus, ça ne change strictement rien. Bon, maintenant, à partir du moment où il y a des ressources finies sur la planète, où on ne peut pas produire plus de déchets sans que ça ait des conséquences, il y a un moment donné, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'il faut diminuer. Je regrette, mais c'est une réalité. Et par exemple, la machine à laver, je conclue là-dessus, très bon exemple. La machine à laver, avant, ça durait 30 ans. Vous pouviez la réparer. Aujourd'hui, une machine à laver, elle dure 7 ans, vous ne pouvez pas la réparer. Si vous revenez vers des machines à laver que vous pouvez réparer, qui durent 30 ans, que ensuite vous pouvez recycler, ben vous pouvez en produire pour tous les foyers de la planète, vous aurez besoin d'en produire quand même moins que ce que vous produisez aujourd'hui. Donc oui, on peut, par des choix économiques, par des choix industriels, on peut absolument baisser de manière drastique la ponction sur les ressources de la planète sans que ça augmente la pauvreté et au contraire, on vivra beaucoup mieux. C'est vrai pour l'Europe, mais non, en Afrique, il n'y en a pas de machine à laver, donc forcément, pour les produire, même si elles durent 30 ans, il va falloir faire... Et donc, il va falloir... Non, mais moins que... Oui, voilà. Mais bref, donc, moi, je suis pas sûre qu'il y ait une vraie... qu'on puisse pas trouver une convergence. Qu'on puisse pas trouver une convergence, parce que je pense que
voilà, il y a du débat, et deux, je ne crois pas que David ait dit qu'il faille garder un système où les machines à laver soient obsolètes rapidement. Bien, donc il doit y avoir quelqu'un qui a un micro, baladeur, ou pas du tout? Il est là? Ah, tu l'as? C'est bon, parfait. Tout au fond, et puis ici. Ça va mieux. Tu vois, l'économie sociale qui est aujourd'hui confondue avec l'économie solidaire, ça j'en ai une bonne expérience, c'est le fait que, je ne me trompe pas, c'est que le fait qu'on entreprend autrement, et c'est-à-dire que la règle interne de l'entreprise est totalement différente et n'est pas dirigée vers le profit, mais elle est dirigée vers les besoins sociaux et à la pérennité de l'entreprise, et non pas à la distribution de profit. C'est ça, enfin, c'est pour ça que Soraya a dit exactement ça. On n'est pas tout à fait tout à l'heure, la réponse de David Kellen ne me correspondait pas du tout. C'est pour ça que j'interviens. Devant, au pas de course, pour répondre aux exigences de Marie-Noël. Pour renforcer ce qui vient d'être dit, moi je suis contente d'avoir entendu la question de l'État stratège, sauf qu'aujourd'hui l'État il n'est pas totalement démocratique et l'intérêt général il n'est pas toujours défendu par l'État. J'en veux pour preuve notamment tout ce qui concerne les territoires qui sont oubliés, notamment les territoires ruraux. Et moi je suis très contente d'avoir entendu parler d'économie sociale et solidaire. Et je rebondis sur cette remarque-là, et c'est vrai que c'est entreprendre autrement, et j'aimerais qu'aujourd'hui, alors c'est pas une question, mais j'aimerais interpeller tous les politiques qu'ils soutiennent, qu'ils accompagnent tout ce qui se crée sur les territoires aujourd'hui, qui est le fait que, comme l'État est absent et qu'il y a des politiques publiques qui n'existent pas, les citoyens se sont organisés et créent eux-mêmes un certain nombre de structures qui vont pas forcément compenser, mais en tout cas aller vers une transition écologique, économique, citoyenne. C'est une autre gouvernance, c'est aussi relocaliser l'économie, mais c'est aussi vivre autrement avec des volontés qui sont, à mon avis, pas assez portées par les politiques. Je vous remercie. On a 5 minutes pour conclure, donc je vais donner la parole d'une phrase à nos intervenants qui ont apporté la pluralité. Sachant qu'il n'y a pas de système parfait, la discussion sur l'État nous ramènerait à une discussion qui a traversé le mouvement ouvrier et républicain depuis toujours, pour savoir si c'est le représentant du pouvoir ou si c'est le représentant du peuple. On va pas aller au bout de cette question-là. Il est à la fois les deux et à nous de le garder républicain. Mais c'est pareil pour les associations. Rien ne dit qu'une association faite entre 5 personnes soit forcément d'intérêt général. Elle peut poursuivre des intérêts particulièrement privés. Donc il n'y a pas de système parfait. Mais il y a une émulation des uns et des autres, ou des autocontrôles, des autres contre-pouvoirs qui permettent d'aller vers le meilleur, et le droit de vote étant celui qui permet normalement de contrôler l'État. Donc, une phrase à chacun pour terminer, dans l'ordre contraire de vos interventions. Donc, Anne-Sophie commence, puis Soraya, puis Martine, puis David. Merci à tous de votre attention. J'ai horreur de commencer. Horreur de ça. Bon, allez, je termine vite. Une phrase à tout le monde. Merci beaucoup en tout cas. On peut essayer de se voir puisque je trouve frustrant et de ne pas pouvoir avoir vos questions. Donc si ça vous dit, on peut se voir après dans le couloir. Parce que, bah oui. Mais on peut se voir aussi. Et dernière chose, vraiment très rapidement, totalement d'accord là sur le coup aussi avec David sur les traités de libre-échange. Parce que traité de libre-échange, d'une, pour l'écologie, c'est le grand déménagement du monde, c'est quelque chose de catastrophique, mais socialement parlant, c'est encore pire. Et dernière chose, traité de libre-échange me fait penser aussi à travailleurs détachés, donc forcément, la justice sociale, eh bien, c'est mettre fin à ces directives et à ces façons de faire. Voilà. Non. Très rapidement, et pour rebondir sur les deux interventions que j'ai pu entendre, effectivement, il y a une phrase qu'on dit souvent chez nous habitués de l'ESS, statut n'est pas vertu. Et donc, en fait, ça repose sur la volonté des femmes et des hommes d'organiser la démocratie. Et donc, la démocratie, ben, ça se décrète pas, mais ça se construit. Ça se construit dans un collectif de personnes qui essayent de faire vivre leur économie sur leur territoire et avec un ancrage territorial fort. Voilà, en une phrase. Merci. Moi, ça va être très rapide, donc je pense que vraiment, il faut que tout le monde prenne à bras-le-corps l'articulation urgence sociale, urgence écologique,
Et une des premières possibilités, il y a une semaine d'action du 20 au 27 septembre sur la question du climat et des conséquences du réchauffement climatique. Donc que tout le monde soit dans la bataille pendant toute cette semaine-là, à la fois des jeunes et à la fois aussi un appel à la grève qui est porté aussi par les syndicats, bon, de manière à ce que l'écologie ce ne soit pas seulement pour ceux qui ont les moyens de s'en occuper, mais qu'on construise tous ensemble une écologie populaire. Eh bien non, une phrase, je voulais juste expliquer que mes interventions ont pour objectif de montrer aux gens, de montrer que la question centrale, c'est la question démocratique. Et derrière la question démocratique, qui doit être supérieure à la question des marchés et à la démocratie, entre guillemets, des marchés, et même, il s'agit bien de mettre en avant le citoyen contre le consommateur. Et donc, toute la question qui est démocratique est derrière, c'est en fait qui contrôle le capital. Alors, le capital peut être contrôlé par l'État, contrôlé lui-même par la démocratie représentative et l'expression des citoyens, peut être contrôlé par une entreprise privée qui va chercher du profit, peut être contrôlé par une association, c'est ça l'économie sociale et solidaire, sur le principe un homme, une voix. Et chacun de ces éléments a sa pertinence. On ne va pas faire une société dont le capital est entièrement contrôlé par l'État, ça serait l'Union soviétique, ce ne serait pas bon. Mais il faut bien savoir que ces éléments doivent être organisés de manière collective pour arriver au bien commun. Merci à tous. Moi, je les ai trouvés...